Le 26 minutes sport. Score, Résultats, analyse, interview, Afrique, monde. L'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire Pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états. Sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Salutations l'Afrique, Salama Nagadef, Ndjaraman, Ayo, Boto, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, nos auditeurs présents dans notre cher continent, mais aussi ceux de la diaspora qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Ils sont là avec leurs likes, aussi leurs commentaires. Et nous, on est là sur YouTube, Facebook, Instagram. On est là. Likez mes frères et sœurs et aussi téléchargez notre application. Elle est disponible dans toutes les plateformes de téléchargement. 26 minutes sport, votre magazine hebdomadaire consacré à l'actualité sportive africaine. L'actualité servie par Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique, faite par des Africains pour les Africains, avec une vérité sur l'Afrique. Le Zamalek champion d'Afrique, quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle, le Zamalek domine le continent africain en battant le club de Eberken. Le club de Eberken, il est en finale parce qu'il a joué un jeu avec des émotions, je vais le dire. Il a joué un jeu non sportif. Il est en finale parce que l'USMA d'Alger méritait d'être en finale. L'USMA d'Alger a gagné le plus beau titre de l'Afrique en étant là, solidaire avec les peuples opprimés et les peuples colonisés. L'USMA d'Alger, pour moi, est le champion du monde des clubs par rapport aux gestes que le club de l'USMA d'Alger a fait et la leçon que l'USMA d'Alger a montré à tout le monde avec son soutien au peuple sahraoui. Le Zamalek champion d'Afrique, les Pharaons, ils ont gagné ce match-là. L'équipe de Eberken n'a pas réussi à avoir cette finale parce qu'on ne peut pas avoir une finale, on ne peut pas avoir gain de cause si on n'est pas juste. Et la justice a fait que le Zamalek est champion d'Afrique. L'USMA d'Alger était champion d'Afrique l'année passée et Eberken était l'année d'avant était champion d'Afrique grâce à l'Algérien Abdelhak Benchikha. L'Algérien a quitté le navire parce qu'il a vu des choses non correctes dans le football et le Zamalek est champion d'Afrique. Félicitations à nous frères africains du Zamalek. Félicitations aux Pharaons pour avoir gagné ce titre-là. Et on espère voir des équipes africaines gagner la Coupe du Monde des clubs. Pourquoi pas l'Afrique au sommet du football mondial. Ce samedi, on a aussi assisté à la finale de la Ligue des champions africaine contre l'Espérance de Tunis qui a été opposée au Ahli du Caire, rival de Zamalek. Match 0 partout. Pour revenir sur cette finale, allez, pas mieux qu'un expert du football africain, du football nord-africain, tunisien et égyptien, Walid El Meshri. Walid El Meshri, il sera avec nous. Walid, bonjour, parle-nous du match d'avant-hier, le match qu'a fait l'Espérance. Bonjour Walid et bonjour pour tous nos éditeurs de Ifriqiya FM. Merci Walid pour l'invitation. Pour le match d'avant-hier entre l'Espérance et l'Ahli, c'était un grand match. C'était le match aller de la Champions League. Globalement, c'est la première mi-temps en attendant le match retour en Égypte samedi prochain. Donc, le match globalement, il a été un match très intense, un match équilibré. De toute façon, même en termes de possession de balles, 52% pour l'Espérance, 48% pour l'Ahli. C'était un match nul, 0-0. On n'a pas vu des grandes occasions de but. Même en termes de tirs, c'était un match très équilibré. Même en termes de tirs, c'était 10 tirs pour l'Espérance, 10 tirs pour l'Ahli. Même pour les attaques dangereuses, 58 attaques dangereuses pour l'Espérance, 52 pour l'Ahli. Les tirs cadrés, 8 pour l'Espérance, 5 pour l'Ahli. Globalement, c'était un match très serré. On n'a pas pu voir des grandes occasions, à part la première occasion de Rodrigo Rodriguez, de l'attaquant de l'Espérance, pendant la 8e minute. L'Ahli pratiquement a joué avec un bloc compact, avec un bloc bas.
L'objectif de l'Ahli était de gérer un peu le match, avoir le match nul, pas prendre beaucoup de risques, etc. Pour entrer dans les détails, Walid, l'Espérance a fait une bonne entame de match avec surtout l'ambiance exceptionnelle dans le stade de Radès, avec le public espérantiste, c'était exceptionnel. Franchement, une ambiance de fou. L'Espérance avec la formation classique, le 4-3-3 de Cardoso, l'entraîneur portugais. En fait, on a vu la tactique. L'Ahli, ils ont isolé l'attaquant. Le point fort de l'Espérance, c'est l'attaquant brésilien Rodrigo Rodriguez. Il était isolé, il n'a pas pu. Rodrigo, malheureusement, il n'est pas rapide. Il a raté en plus un but facile à la 8e minute de jeu. Il a été maîtrisé, il a été bloqué par la défense de l'Ahli, surtout Rami Rabia et Abdelmoumen. C'était franchement top pour l'Ahli. En plus, pour le deuxième meilleur joueur de l'Espérance en général, c'est Yann Sassé, l'autre Brésilien. Yann Sassé était le joueur le plus dangereux, à mon avis, pour l'Espérance avec sa vitesse, sa belle technique, mais il a été très loin de 30 derniers mètres du but de l'adversaire. Un placement qui a posé pour moi beaucoup de questions, car je pense qu'il aurait dû être plus proche de l'attaquant de Rodrigo pour faire des combinaisons rapides, etc. Et malgré ça, Yann Sassé a fait un très bon match globalement. Aussi Racha, l'attaquant algérien, a fait un bon match tactique, surtout sur le plan défensif. Le niveau défensif, il a été top. Et offensivement, il a été bloqué par l'arrière droit de l'Ahli, Mohamed Hani, qui a été excellent aussi. À mon avis, les points qui n'ont pas bien marché hier pour l'Espérance, c'était les latéraux, Ben Ahmed et Ben Ali, qui n'ont pas bien aidé l'équipe offensivement, ce qui a rendu le jeu de l'Espérance un peu statique. On n'a pas vu des sorties, des appels, des remontées, des arrières latéraux pour créer le nombre le maximum en attaque. Malheureusement, qui n'a pas donné des solutions aux joueurs offensifs pour avoir plus de solutions, pour avoir plus de pression sur la défense adverse. Et je comprends ça, en fait, Cardoso, le Portugais, il n'a pas oublié que devant, pour l'Ahli, il a des ailiers très forts comme Persita, le joueur de l'Afrique du Sud, et Hossein Shahat, l'attaquant international égyptien. Donc, ça a été un match très dur pour l'Espérance, un match tactique. Je pense aussi le point faible, c'est la gestion de Cardoso. À mon avis, il a fait des changements en retard, surtout pour le flanc offensif. Bouguerra et Ben Hamouda, ils ont dû être lancés à 20 minutes du match. En plus, à mon avis, on n'aurait pas dû faire sortir le meilleur joueur de son équipe, Yann Sassé, qui a été le joueur le plus dangereux. Et déjà, dès la sortie de Yann Sassé, on a senti que l'Ahli a été plus libéré sur la défense, dans le milieu de terrain. Les joueurs ils ont créé un peu de danger pour l'Ahli. Walid, aussi, on aimerait bien savoir comment était le jeu du Ahli du Caire. Du côté de l'Ahli, à mon avis, Walid, avant-hier, le coach suisse Kohler a pensé, pour lui, la priorité, c'est de gérer le match. À mon avis, il a cherché un match nul. Il a essayé de gérer le match. En plus, je pense que la sortie du meilleur joueur de l'Ahli, Ali Ma'loul, à la 7e minute, suite à une blessure, a bouleversé sa tactique. Et à mon avis aussi, l'Espérance n'a pas bénéficié de cette sortie. Pour la simple raison, Karim Foued, l'arrière gauche qui a remplacé Ali Ma'loul, il n'a pas les qualités de Ali. C'était, à mon avis, une bonne idée pour Cardoso, le Portugais, de jouer sur le couloir gauche de l'Ahli, mais à mon avis, il n'a pas pu gérer ça. Pour la simple raison, les trois joueurs offensifs, les trois milieux de terrain de l'Ahli, ils ont fait un match exemplaire défensivement. Persita et Hossein Shahat et l'attaquant Abou Ali d'origine palestinienne, ils ont fait leur match. Tactiquement, ils ont été top. Ils ont bloqué tous les arrières latéraux. Ils ont bloqué la défense. La sortie de balle de la défense
était un peu lourde de l'Espérance, très lourde même à cause du pressing de ses joueurs. En plus, au milieu de terrain, Akram Tawfiq, Imam Achour et Marouane Ataya, je pense que ces trois milieux de terrain, ils ont fait un match exceptionnel. Ils ont réussi à isoler les lignes de l'Espérance entre défense, milieu et attaque. Tactiquement, ils ont fait un bon match. Surtout, ils ont isolé Yann Sassé et Racha de Rodrigo Rodriguez. Et c'est pour cette raison on n'a pas vu des grandes occasions de l'Espérance. En plus, l'Espérance, franchement, un point d'interrogation pour moi, ils n'ont pas pu exploiter le nombre des coups francs, les nombres des balles arrêtées qui a été hier sur le match. L'Espérance, malheureusement, ne marque pas trop sur balles arrêtées, malgré qu'ils ont des bons joueurs de tête comme Rodriguez, comme Yassine Melier, comme Tougaï. Donc, globalement, Al-Ahli a bien maîtrisé son match. L'Espérance aussi, ils ont fait un bon match. Défensivement, c'était clean. On n'a pas vu des occasions de l'Ahli. L'Espérance a raté le but à la 8e minute. Globalement, je pense que le match au retour sera le plus difficile pour les deux équipes. Ça sera à 50% pour l'Ahli et l'Espérance. Le milieu de terrain sera crucial lors du match retour. L'Espérance doit essayer d'exploiter plutôt la créativité de Yann Sassé, le milieu de terrain offensif brésilien qui est pour moi le meilleur joueur de l'Espérance. Il est très créatif. Je pense pour espérer une victoire, ils doivent aussi résister à l'attaque de l'Ahli. On sait très bien les qualités de Hossein Shahat et Persitao qui sont très forts. Donc la défense de l'Espérance avec son 9e clean sheet en Champions League cette saison sera le point clé de ce match. Je pense aussi que le milieu de terrain sera un champ de bataille crucial entre les deux équipes, avec l'expérience de Charleli, avec l'expérience de Aoulou, de Tra aussi, avec Akram Tawfiq, Imam Achour, Marouane Ataya, en plus Afsha, le milieu de terrain qui peut être titulaire en match retour. Ça sera top, ça sera un match très difficile pour les deux équipes, et surtout je pense que l'absence de Ali Maloul, que je pense qu'il va être qu'il est blessé déjà au match aller, il va être écarté pendant quelques semaines, même quelques mois, suite à un problème dans la cheville. Je pense que l'absence de Ali Maloul va un peu freiner l'attaque ou les solutions offensives de l'Ahli. Mais l'Ahli restera toujours le grand Ahli. L'Espérance avec son effectif expérimenté, avec son coach très intelligent qui a montré des bonnes choses plutôt contre Sundowns, contre l'ASEC Mimosa en quart de finale, en demi-finale. Je pense que c'est jouable pour les deux équipes, 50%. Et on parlera après, Walid, sur les détails avant le match, Inch'Allah. Merci Walid Mechri de cette analyse. Merci Walid Mechri de ton analyse pertinente. T'es un connaisseur, t'es un expert. Et on n'a que des experts africains qui servent l'Afrique avec une actualité saine et vraie sur l'Afrique. Terminons ce volet football et encore... on est très très content pour le club de Zamalek et enchaînons avec le handball. On va revenir sur la compétition africaine des jeunes, la Coupe d'Afrique de l'Ouest où la Guinée a dominé la compétition. L'un des pères fondateurs du handball guinéen, notre expert Kevin Deko qui sera avec nous. Là, Kevin il est avec nous. Kevin, un mot sur la victoire des petits Guinéens féminins et masculins en Coupe d'Afrique. Bonjour Walid, merci de l'invitation. Alors concernant la victoire des U17 U20, on va pas dire que c'est une réelle surprise, on va dire plutôt une confirmation. Traditionnellement, au niveau de ces trophées, du Challenge Trophy, la Guinée l'emporte. Donc il confirme son monopole sur le handball de l'Afrique de l'Ouest. Kevin, est-ce que tu peux nous parler du niveau global, on va dire, de cette compétition? Le niveau global était, on va dire, semblable aux années précédentes, avec comme équipe phare la Guinée et le Sénégal, où c'est le derby, et des équipes, on va dire, en dessous, qui sont
le Mali, la Mauritanie et d'autres équipes de l'Afrique de l'Ouest. Kevin, selon toi, c'est quoi qui émerge de cette compétition? Concernant le niveau global des équipes, comme je disais, la Guinée est traditionnellement l'équipe qui remporte avec le Sénégal comme adversaire direct. Il y a d'autres équipes qui émergent, comme le Mali, qui peut par moments faire des coups d'éclat. Il y a la Mauritanie qui était l'équipe qui recevait tout le monde, mais c'est où le handball est en développement. Donc l'Afrique de l'Ouest regorge de beaux potentiels. Il faut juste peaufiner le travail et développer la pratique du handball dans toutes les régions de l'Afrique de l'Ouest, comme on a pu le faire en Guinée, et puis traditionnellement fait aussi au Sénégal, car il y a une culture du handball assez ancrée dans ces pays-là. Kevin, tu as été l'un des initiateurs de ce projet en Guinée. Est-ce que tu peux nous parler de cela? Oui, bon, je fais partie de l'histoire parce que j'ai été dans les premières générations où on a remporté des trophées, le Challenge Trophy d'Afrique de l'Ouest, puis continental. Donc oui, on a pu développer ça, mais je dirais c'est plutôt un esprit des valeurs, l'esprit de la gagne. En fait, auparavant, la Guinée était un peu complexée par rapport au Sénégal, qui avait le dessus, et on a su justement localement inculper que il n'y avait pas que le Sénégal et que la Guinée pouvait rivaliser. Donc depuis pas mal d'années maintenant, la Guinée rivalise et bat le Sénégal régulièrement. Et voilà, je pense que c'est surtout ça, ce travail de longue haleine. Et puis avec un peu de formation au niveau des entraîneurs où maintenant ils volent de leurs propres ailes et puis obtiennent de belles victoires par leurs compétences. Donc effectivement, ça me rend fier parce qu'on part de loin et puis on récolte les fruits maintenant. Donc j'observe ça de loin et je suis fier de tout ça et puis fier d'eux et fier du pays. Kevin, le niveau des équipes masculines et féminines de cette compétition, comment il était selon toi? Le niveau actuel, on va dire au niveau de l'équipe élite, qui est plutôt composée de franco-guinéennes pour les filles et de franco-guinéens pour les masculins. Les masculins, il n'y a rien à dire, hein. On a vu sur la dernière CAN où ils se sont qualifiés au prochain mondial qui aura lieu au Danemark fin janvier. Donc ça c'est plutôt une très belle réussite avec un travail de longue haleine qui paye. Donc concernant le handball masculin, c'est le fleuron du handball élite, on va dire, au niveau de la fédération. C'est l'équipe à prendre en exemple. Après, les filles sont en reconstruction, il y a des beaux potentiels. Il manque la petite étincelle qui fera qu'ils passeront ce cap et se qualifieront au mondial. Elles ont des belles joueuses, il manque encore un petit truc à régler et puis surtout un petit déblocage pour qu'elles puissent passer ce cap et rejoindre aussi, en tout cas participer à un mondial. Voilà, on va travailler pour en tout cas et j'espère qu'un jour ils y arriveront. Mais mais c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, la Guinée féminine n'arrive pas à franchir ce pas. Mais ça viendra. Là, ils ont un entraîneur qui est Thierry Vincent, où j'ai confiance en lui, qui a fait ses preuves en club et même en équipe nationale. Donc, c'est qu'une question de temps et de travail. Et puis ils passeront ce cap-là. Kevin, aussi, on sait que tu as travaillé beaucoup en Guinée. Quelles sont les caractéristiques des handballeuses et des handballeurs guinéens? Bon, on va pas rentrer dans des stéréotypes de base. Le handballeur guinéen masculin est plutôt robuste. Pour certains profils et vifs, c'est des joueurs qui ont une grande condition physique. Dès leur plus jeune âge, ils courent, ils ont une endurance hors norme, même en termes de fractionné. Donc c'est vraiment des qualités que j'ai pu remarquer dès le début à mon arrivée en Guinée. Et honnêtement, ils ont aussi d'autres qualités intrinsèques, qui est la force, etc. Mais pour moi, la première chose que j'ai pu remarquer, c'est leur endurance et leur ils courent franchement sans relâche tout le match. Donc c'était ça qui m'avait impressionné au début. Et pour les filles, c'est des petits morphotypes de petite taille avec des bons appuis, très musclés en bas. Et, elles sont petites de taille mais très fortes dans les duels, très rapides. Et pareil, c'est des filles qui courent sans s'arrêter. Donc ils ont mis sous capot et
Voilà, c'est vraiment, je dirais, les caractéristiques du handballeur guinéen, que ce soit fille ou masculin, ils ont vraiment une capacité d'endurance hors norme. Un mot de fin, Kevin. Comme tu le sais, nous on laisse tout le temps cet espace de liberté. Pour finir, un petit dernier mot. Encore merci de cette invitation à votre belle radio qui marche du tonnerre. Et puis je suis à votre service afin de pouvoir développer sur le handball africain et donner mon expertise et avec grand plaisir. Et je vous souhaite encore bonne continuation et puis à toute cette écoute africaine. Voilà, ayez de l'espoir parce que en Afrique il y a des beaux talents et voilà, faut juste les mettre en valeur et leur donner les moyens de réussir, mais on est dans la bonne voie. Émission de 26 minutes sport sans le basketball et sans notre expert et chroniqueur Malik Daou, l'ex-international ivoirien et aussi pour moi le meilleur chroniqueur au monde qui peut nous parler du basket africain. On ne peut pas parler de cela, on ne peut pas parler de la Coupe d'Afrique des clubs de basketball. On va voir avec nous Malik Daou. Malik, bonjour. Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs d'Ifriqiya FM, la radio de l'Afrique, la radio qui monte. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette émission et c'est très très bien comme ça. Malik, quelle est l'actualité de la Basket African League cette semaine? Pour la première fois depuis la création de la Basketball Africa League, aucun club rwandais ne disputera les playoffs de la compétition qui se dérouleront au Rwanda. C'est un véritable coup de tonnerre pour le basketball de ce pays qui a toujours été présent lors des grands rendez-vous continentaux. La faute à l'APR qui, certes, a joué de malchance avec la blessure de deux de ses meilleurs joueurs, Obadia Noël et Adonis Feiler, mais à y regarder de près, cette équipe a été mal conçue, avec une préparation et un management discutables, car avoir autant de budget pour un tel résultat laisse songeur. L'US Monastir se qualifie comme meilleur troisième devant le Bangui Sporting Club qui était en attente. Après un début calamiteux, soldé par 3 défaites en 3 journées, les hommes de Mohamed Kirdani ont redressé la barre en remportant les 3 matchs de la manche retour. Si Chris Crawford est resté égal à lui-même avec 19 points de moyenne par match, l'équation des champions tunisiens était de trouver d'autres scoreurs. Ce qui fut fait avec Oussama Marnaoui, Lassad Chouaïa, James Atermajok et George Williams, donnant un peu plus de consistance au jeu offensif des monastiriens. L'AS Douane est passé par toutes les émotions avant de s'installer sur la seconde marche du podium. Comme la saison dernière, les Gablous ont alterné le bon, le moyen et parfois le pire. Les Sénégalais ont dû attendre le dernier match pour obtenir leur ticket pour Kigali grâce à ce qu'on pourrait qualifier de match référence pour eux, dans le sillage de Mike Fofana de Gala qui a dynamité la défense de l'APR avec ses 27 points. Mais le puriste, Pabi Gueye, coach de l'AS Douane, est loin d'être satisfait de la production de ses hommes et veut opérer de profonds changements en vue des playoffs. Quant aux River Soupers, leader de la conférence, bien malin qui aurait pu prédire qu'il finirait à cette place. Mais cette équipe a, à la fois surpris et séduit par son engagement à toute épreuve et la qualité de son rebond défensif avec Peter Olisemeka, 17,7 rebonds par match. Le scoring était l'affaire de Will Perry, 18,6 points par match, bien aidé par Kelvin Amayo, Divine Eze et John Wilkins. Seul bémol pour cette équipe, la pauvreté du banc pourrait être un problème en play-off. FUS de Rabat, Petro de Luanda, Cape Town Tigers, Al-Ali du Caire, Al-Ali Benghazi, Rivers Hooper, AS Douane et US Monastir sont donc les 8 qualifiés de la saison régulière, place désormais aux playoffs qui s'annoncent palpitants. Malik, tu sais que nous on se tutoie et on laisse toujours le mot de la fin. On te laisse le mot de la fin de cette chronique basket. Je profite de ton antenne, Walid, pour saluer tous les auditeurs d'Ifriqiya FM de partout dans le monde. Afrique noire, Afrique sahélienne, le Maghreb, l'Afrique du Sud, Afrique de l'Est et de l'Ouest. Voilà tous ces auditeurs qui sont de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne que nous aimons. Continuez de venir, continuez de vous abonner et de partager les contenus de cette chaîne. Bravo à toi, Walid, et à ton équipe. Merci Malik Daou de ta présence avec nous, de ta gentillesse, de ton expertise. T'es la lumière de Ifriqiya FM au niveau basket et t'es
aussi notre œil de lynx sur le basketball africain. Terminons notre émission avec le volley rugby. On va avoir avec nous le président de la fédération algérienne de rugby qui a fait que la fédération elle a organisé les finales play-off féminines et masculines. On va voir avec nous Sofiane Bellassine, président de la fédération algérienne de rugby. Bonjour Sofiane. Bonjour Walid, bonjour Africa FM. Un mot sur ces finales au niveau des jeunes. Donc la fédération algérienne de rugby a effectué ses finales du championnat qui se fait en forme de plateau tournoi. Donc c'était le 17 et le 18 à Rafo, la wilaya de Bouira. Ça s'est très bien passé avec toutes les catégories masculines et féminines. Ça s'est très bien passé, nous sommes très contents. Il y a eu plus de 600 athlètes sur 2 jours. Voilà, donc on est très content de ces finales et nous espérons que début d'année prochaine nous reprendrons le championnat et la phase passe à l'international avec la Coupe d'Afrique 7 et la Coupe d'Afrique 15 en Ouganda du 18 au 28 juillet, Inch'Allah. Donc je remercie Africa FM de nous suivre et rugbytiquement votre. Au revoir. Merci Sofiane Bellassine, membre du comité exécutif de la Confédération africaine de rugby. Il est toujours disponible pour Africa FM. On souhaite bonne chance à la Fédération algérienne de rugby. On arrive à la fin de l'émission 26 minutes sport se termine et on vous dit à la semaine prochaine pour un autre numéro de 26 minutes sport. Sans oublier de reféliciter les Zamalek. Les Zamalek ont été à la hauteur et ont donné la justice. Au niveau footballistique, merci Zamalek, vous avez donné une leçon de football à tout le monde et à la semaine prochaine pour un autre numéro de 26 minutes sport.